Je suis rentré épuisé du travail. J'ai trouvé ma femme et ses amis, m'attendant en cercle, avec une chaise vide pour moi. Elles ont appelé cela un procès conjugal. J'ai refusé d'y participer, et ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Après une longue journée de travail, tout ce que l'on veut, c'est rentrer chez. Soit pour se reposer un peu, peut-être passer du temps avec sa femme, mais au lieu de cela, vous entrez et la trouvez assise en cercle avec 3 de ses amis. Et une chaise vide au milieu. Vous attendant comme si elles vous avaient guetté. Comme si elles étaient sur le point de commencer une sorte de procès. Que feriez-vous dans une telle situation? Dites-le moi en commentaire. Maintenant. Sans perdre plus de temps, passons à l'histoire. Ce matin-là, la journée a commencé comme toutes les autres. Réveil avant 6 heures, un café que j'ai à peine savouré. Le trafic de Tampa me volant 40 minutes de ma vie, et un chantier de construction où chaque petite décision atterrissait sur mon bureau avant 20 heures. 2 équipes en retard, une livraison de béton reportée de 3 heures, et un sous-traitant menaçant de partir à cause d'un litige de paiement qui ne me concernait même pas. À 15 heures, j'avais un mal de tête qui s'était installé juste derrière mes yeux et ne disparaissait pas. Je gère des projets de construction. Les gens imaginent un type avec un casque pointant des choses. Ce que cela signifie vraiment, c'est que vous portez le poids de chaque retard, de chaque dépassement de coût, et de chaque dispute entre les travailleurs, et vous le faites sans vous effondrer. Parce qu'au moment où vous le faites, tout le chantier s'écroule avec vous. Ce jour-là a été l'un des plus difficiles, pas le pire, mais presque. J'ai garé l'Explorer dans l'allée à 18h47, j'ai coupé le moteur et je suis resté assis là pendant environ 30 secondes, simplement assis. Le genre de silence qui ressemble à une récompense après 10 heures de bruit. Puis j'ai pris mon sac et je suis entré dans la maison. Le salon m'a arrêté net. Anne était sur le canapé. Megan était dans le fauteuil en face d'elle. 2 autres femmes, Lexi et Piper, étaient assises de chaque côté, et au milieu de la pièce, devant les 4, il y avait une chaise, notre chaise de salle à manger. Sortie de sa place et posée là comme si elle avait attendu. Personne n'a rien dit pendant une seconde. Megan a parlé la première. Elle avait ce calme répété dans sa voix. Le genre de ton que les gens utilisent quand ils ont pratiqué ce qu'ils vont dire. Elle m'a dit qu'elle voulait parler, que Anne avait des choses qu'elle devait exprimer et qu'elles étaient là pour soutenir ce processus. Elle a utilisé le mot processus. En fait, elle a dit que c'était un espace sûr pour nous deux. J'ai regardé la chaise. J'ai regardé Anne. Anne ne me regardait pas. J'ai lentement posé mon sac par terre et j'ai demandé. Qu'est-ce que c'est? Megan a commencé à expliquer quelque chose, à propos du fait que Anne se sentait ignorée, quelque chose sur un déséquilibre dans la dynamique du foyer. Elle avait tout un cadre théorique pour le justifier. Je l'ai laissé parler 4 phrases. Puis je lui ai dit, je vais vous arrêter. Là. Ma voix était sereine. Je ne sais pas ce que Anne vous a dit, mais je ne vais pas m'asseoir sur cette chaise. Megan a insisté. Elle a dit que c'était exactement le genre de résistance qu'elles attendaient, et qu'il était important que je sois ouvert à écouter la perspective de Anne. Je l'ai regardé un instant. Megan, vous êtes chez moi. Vous avez traîné une chaise au milieu de mon salon et vous me dites de m'asseoir dessus, pour que vous puissiez m'expliquer mon propre mariage. Ce n'est pas un espace sûr, c'est une embuscade. Piper est intervenue. Elle a dit que je me mettais sur la défensive. Lexi a acquiescé, comme si cela confirmait quelque chose. Je me suis tourné vers Anne. Tu as planifié ça? Elle m'a finalement regardé. Elle n'a pas répondu. Immédiatement, ce qui était une réponse en soi. J'avais besoin de soutien. A-t-elle dit doucement. Pourquoi faire, ai-je demandé. Tu aurais pu me parler. Tu as eu toutes les nuits pendant 2 ans pour me parler.
Cela l'a touché. J'ai pu le remarquer. Mais Meghan s'est vite ressaisie. Elle a interrompu et a dit que c'était exactement le problème, que Anne sentait qu'elle ne pouvait pas m'approcher, que j'étais inaccessible et méprisant. Je me suis de nouveau tourné vers Meghan. Vous ne me connaissez pas. Vous connaissez ce que Anne vous raconte. Filtré à travers tout ce que vous lui avez mis dans la tête. Ces derniers mois. Je ne participerai pas à ça avec vous. J'ai regardé Lexi et Piper. J'aimerais que vous trois partiez. Le ton de Meghan a alors changé. Elle a dit que je prouvais son point, que ma réaction était exactement ce que Anne avait décrit. Elle a affirmé qu'elle n'irait nulle part tant que Anne n'aurait pas dit que c'était bon. Anne, ai-je dit, dis à tes amis de rentrer chez elle. Le silence est tombé dans la pièce. Meghan a commencé à dire quelque chose sur le fait que je ne pouvais pas, simplement donner des ordres aux gens. Que Anne avait sa propre voix. Elle l'a, ai-je répondu. Elle l'a toujours eue, seulement elle ne l'a pas utilisée avec moi. J'ai ramassé mon sac là où je l'avais laissé. Je vais prendre une douche. Quand je sortirai, j'aimerais parler seul avec ma femme. Si vous trois êtes toujours là. Quand je reviendrai, je considérerai la soirée terminée, et nous aurons cette conversation demain sans le public. J'ai passé devant elle tout et j'ai marché dans le couloir. Debout sous la douche, avec l'eau aussi chaude que le permettaient les tuyaux, j'ai repassé ce qui venait de se passer. Ce n'était pas de la colère. Je n'étais pas en colère. Pas exactement. C'était plutôt le genre de clarté que l'on ressent quand quelque chose confirme ce que l'on avait essayé d'ignorer. Cela n'est pas venu de nulle part. Quelqu'un avait influencé ma femme, et elle avait laissé les choses aller si loin avant de me dire un seul mot. Quand je suis sorti, Meghan, Lexi et Piper étaient partis. Anne était assise sur le canapé, les bras croisés, fixant le sol. La chaise vide était toujours au milieu de la pièce. Je l'ai remise à la table de la salle à manger. Puis je me suis assis en face d'elle. Bien, lui ai-je dit, parle-moi. Elle n'a pas commencé tout de suite. Elle est restée assise, les bras toujours croisés, comme si elle prenait une décision. Je ne l'ai pas pressée. J'ai attendu. Quand elle a finalement parlé, elle l'a fait plus lentement que ce à quoi je m'attendais. Elle a dit qu'elle avait l'impression d'avoir disparu, qu'à un moment donné au cours des 2 dernières années, sans travail, sans une routine qui lui était propre, elle était devenue une version d'elle-même qu'elle ne reconnaissait pas. Elle nettoyait la maison, faisait la lessive, préparait le dîner, et attendait. C'était sa journée, tous les jours. Et je rentrais trop fatigué pour faire grand-chose d'autre que manger et me détendre. Et elle se sentait comme un meuble de plus. Je l'ai écouté, chaque mot. Puis elle est allée plus loin. Elle a dit que la répartition des tâches n'était pas juste. Qu'elle portait le poids du foyer tandis que je ne faisais que travailler. Rentrer à la maison, que je ne voyais pas ce qu'elle faisait et ne le reconnaissais pas, et qu'elle se sentait plus comme une femme de ménage que comme une épouse. J'ai gardé ma voix sereine. Anne, je travaille 60 heures par semaine, pour que tu n'aies pas à travailler du tout. C'était l'accord. Tu as dit que tu voulais du temps libre après avoir démissionné. J'ai dit que c'était bon, que je prendrais tout en charge financièrement, et que tu t'occuperais du foyer. C'est ce que nous avons décidé ensemble. Elle a dit que ça ne ressemblait plus à une décision, que ça ressemblait à un piège. Un piège. Ai-je répété. Je ne pensais pas que ça durerait aussi longtemps, a-t-elle dit. Je ne pensais pas que je me sentirais aussi invisible en le faisant. Alors, pourquoi n'as-tu pas dit ça il y a 6 mois, ou il y a 1 an? Elle n'a pas répondu. Tu rentres à la maison et tu es épuisé, m'a-t-elle dit. C'est vrai, ai-je répondu.
Mais tu sais ce que je ne ramène pas à la maison avec moi? Le sous-traitant qui a menacé d'abandonner le chantier la semaine dernière, l'inspecteur qui a refusé une section de l'armature et nous a coûté 4 jours de retard. Le chef d'équipe que j'ai dû licencier parce qu'il est arrivé ivre. Et je ne peux pas permettre ça sur un chantier. Je laisse tout ça à la porte, parce que je ne veux pas le décharger sur toi. Je pensais que je te rendais service. Elle a levé les yeux. Tu veux parler d'être invisible? Je me suis penché en avant. Je répare des choses dans cette maison tous les week-ends. Le chauffe-eau, le panneau de la clôture, le robinet de la cuisine. Qui a coulé pendant une semaine avant que j'aie un samedi de libre. Tu ne m'as rien demandé de tout ça. Je l'ai simplement fait, parce que ça devait être fait. Et pas une seule fois je ne me suis assis devant toi, et je t'ai dit que je ne me sentais pas apprécié. Sa mâchoire s'est crispée. Alors, c'est une compétition? Ce n'est pas une correction. Ce soir, devant tes amis, tu as brossé un tableau où je suis un mari déconnecté, qui n'apporte rien à la maison, et ce n'est pas ce qui se passe ici. Elle a dit que l'image n'était pas si simple, que même si je faisais des choses dans la maison, elle continuait de se sentir invisible en tant que personne, que le problème n'était pas seulement le travail physique, c'était que nous avions cessé de nous connecter. Que je rentrais à la maison et agissais par inertie, et elle sentait qu'elle était seule, même quand j'étais assis juste à côté d'elle. C'était plus difficile à contredire. Je me suis penché en arrière. Bien, je t'écoute et je ne vais pas te dire que tu as tort, parce que je ne sais pas ce que tu ressens. Mais Anne, pourquoi est-ce la première fois que nous avons cette conversation? Pourquoi a-t-il fallu que Megan mette une chaise dans le salon, pour que tu me dises tout ça? Elle a dit qu'elle ne savait pas comment aborder le sujet. Qu'elle avait peur que je l'ignore. Je t'ai déjà ignoré? Il y a eu une pause. Non, mais j'avais peur que tu le fasses. Je l'ai regardé longuement. Tu avais peur de quelque chose que je n'ai jamais fait. Alors au lieu de me parler, tu as parlé à Megan, et Megan t'a aidé à en faire un procès. Sa voix s'est légèrement élevée. Elle a dit que Megan se souciait d'elle, que ses amis essayaient juste de l'aider à trouver sa voie. Megan n'a pas de voix dans notre mariage, ai-je dit. Elle ne vit pas ici, elle ne sait pas ce qui se passe entre nous quand personne d'autre ne regarde. Elle connaît la version que tu lui as donnée, laquelle, d'après ce soir, semble avoir omis quelques détails. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de rentrer à la maison après la journée que je viens de passer et de tomber dans une embuscade. Ce n'est pas juste, Anne. Le silence est tombé dans la pièce. Aucun de nous n'a bougé pendant un moment. Puis elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir, que les choses étaient trop tendues en ce moment, qu'elle allait rester chez Megan quelques jours. J'ai senti quelque chose couler dans ma poitrine. Ce n'était pas de la panique, mais plutôt une reconnaissance, comme une porte qui se ferme. C'est une erreur, lui ai-je dit. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu viens de me dire que Megan a façonné ta façon de voir ce mariage, et ta réponse est d'aller passer 3 jours chez elle, alors que tout cela est encore à vif. Elle a dit qu'elle avait juste besoin d'espace pour éclaircir ses idées, qu'elle ne m'abandonnait pas, qu'elle prenait juste quelques jours. Ces deux choses vont se mélanger là-bas, et tu le sais. Je me suis levé. Megan n'a jamais été dans une relation qui dure plus de 8 mois. Lexi a 27 ans et pense que le mariage est une lutte de pouvoir. Ce ne sont pas les personnes qui devraient te conseiller en ce moment. Elle a dit que j'essayais de contrôler avec qui elle parlait. J'essaie de te dire la vérité. Il y a une différence. Elle est allée dans la chambre. J'ai entendu le placard, la fermeture d'une valise. Je suis resté dans le salon et je ne l'ai pas suivi. Quand elle est sortie, un petit sac à l'épaule, elle s'est arrêtée.
Au bout du couloir. Elle m'a regardé comme si elle attendait quelque chose. Peut-être que je lui demande de rester. Je ne l'ai pas fait. Je t'appellerai. A-t-elle dit. J'ai acquiescé une fois. D'accord. La porte d'entrée s'est fermée. Je suis resté assis dans le silence pendant longtemps. Le genre de silence qui se sent différent de celui que j'avais été soulagé de trouver à peine 2 heures plus tôt. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert mes contacts, non pas pour l'appeler elle, ni pour appeler Megan. J'ai fait défiler jusqu'à un homme que j'avais repoussé de contacter, un avocat en droit de la famille qu'un collègue avait mentionné des mois auparavant, lors de son propre divorce. Quelqu'un nommé Norman Gison. Je n'ai pas appelé cette nuit-là, mais j'ai enregistré le numéro. La première nuit seule à la maison a été étrange. Pas mauvaise, juste étrange. J'ai préparé quelque chose de rapide. J'ai mangé à la table de la cuisine, et je suis resté assis en silence plus longtemps que d'habitude. Pas de télévision, pas de bruit de fond, juste la maison, faisant ce que les maisons font quand personne ne les remplit de conversation. Je suis allé me coucher à une heure raisonnable et je suis resté à regarder le plafond pendant environ 40 minutes avant de dormir. Le travail le lendemain matin a été son chaos contrôlé habituel. Un problème de drainage à l'extrémité sud du site a de nouveau retardé le coulage du béton, et j'ai passé la majeure partie de l'après-midi au téléphone, gérant les conséquences. C'était le genre de journée qui exige tout de vous, ce qui était bien. Je n'avais pas beaucoup d'intérêt à avoir du temps libre pour penser. Elle m'a envoyé un message cet après-midi-là. Je viens d'arriver. Je vais bien, lui ai-je répondu, bien. C'est là que la communication s'est arrêtée le premier jour. Le deuxième jour, j'ai appelé Norman Gison. Pas pour intenter une action en justice, pas pour prendre des décisions. Je voulais juste comprendre ma situation. Il était disponible ce jeudi matin. Il m'a demandé de venir et j'ai dit que je le ferais. J'ai raccroché et je suis retourné au travail comme si je n'avais pas juste programmé un rendez-vous avec un avocat spécialisé dans les divorces. Ce que je ne savais pas, et ce que j'ai reconstitué plus tard d'après ce que Anne m'a raconté, c'est comment ces premières 48 heures se sont réellement déroulées du côté de Megan. Anne avait imaginé quelque chose comme un redémarrage, un endroit propre et tranquille pour se détendre, parler des choses avec quelqu'un qui la connaissait et obtenir de la clarté. Mais elle est entrée dans un appartement qui semblait habité par 3 personnes, sauf qu'une seule y vivait. Des assiettes dans l'évier qui étaient là depuis assez longtemps pour être classées comme une expérience scientifique. Des vêtements sur toutes les surfaces, une salle de bain qui n'avait pas été nettoyée depuis une période de temps que Anne a préféré ne pas calculer. L'énergie de Megan cette première nuit était au maximum, presque comme une performance. Elle était en mode allié total, servant du vin avant même que Anne n'ait posé sa valise, prête avec ses arguments sur l'indépendance, l'estime de soi, et la valeur de partir. Anna dit qu'elle s'était surprise à acquiescer, sans vraiment croire à aucun de ses mots. Cette première nuit, 2 hommes qu'elle ne connaissait pas sont arrivés. Ils sont restés jusqu'après minuit. Megan était dans son élément, bruyante. Riant, au centre de tout. Anne est restée en marge de tout cela et est allée se coucher dans la chambre d'amis. Avant qu'il ne parte, elle m'a envoyé un message depuis les draps. J'étais déjà endormi et je ne l'ai vu que le lendemain matin. Le deuxième jour a été pire. Megan a passé la majeure partie de l'après-midi au téléphone, et n'a posé à Anne aucune question sur ce qu'elle ressentait vraiment, quand Anne a mentionné quelque chose que je lui avais dit. L'un des points de notre discussion auquel elle avait réfléchi. Megan l'a immédiatement rejeté, sans approfondir, elle l'a simplement reformulé en disant que j'essayais de la faire se sentir coupable. Elle l'a classé dans son esprit. Et est passée à autre chose. Anne l'a remarqué.
Le deuxième soir, Meghan a annoncé qu'elle avait des projets et a invité Anne à l'accompagner. Un groupe de ses amis allait au club Prana. Anne a dit non. Meghan a insisté. Anne a redit non. Meghan est partie quand même. Anne est restée seule dans cet appartement pendant 3 heures. Cette nuit-là, elle a appelé sa sœur Penny. Penny, la personne censée, celle qui avait toujours été directe avec Anne, d'une manière que ses amis ne l'étaient parfois pas. Penny lui a demandé comment elle allait, et Anne a dit que c'était bien, et Penny a répondu que ça n'avait pas l'air bien. Elles ont parlé pendant presque 1 heure. Penny n'a pas pris parti, elle a juste posé des questions, de bonnes questions, du genre qui obligeaient Anne à vraiment réfléchir, plutôt que de simplement réagir. À la fin de l'appel, Anne était plus silencieuse qu'elle ne l'avait été de toute la journée. Pendant ce temps, j'étais à la maison, faisant ce que je fais toujours quand quelque chose ne va pas, et qu'il n'y a encore rien que je puisse faire. Je suis allé à Home Depot le samedi matin. J'ai acheté des matériaux pour une étagère que je voulais construire dans le garage depuis 2 mois et j'ai passé 4 heures à la couper et à la monter. Du travail physique, des résultats concrets. Ça a aidé. Cette nuit-là, je me suis assis sur le porche arrière avec une bière et j'ai regardé le jardin. Nous avions parlé d'y mettre un petit potager. Anne l'avait mentionné plus d'une fois, et je disais toujours que nous le ferions. Je me suis rendu compte, assis là seul, que je n'avais pas de bonne raison pour laquelle nous ne l'avions pas fait. Le dimanche matin, j'ai appelé le bureau de Norman Edison et j'ai confirmé le rendez-vous de jeudi. Puis j'ai nettoyé la maison, non pas parce que c'était nécessaire, mais parce que j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains, autre que penser. Le dimanche après-midi, 3 jours après tout, j'avais atteint un état que je ne m'attendais pas à atteindre si vite. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas du désespoir, c'était quelque chose qui ressemblait davantage à de la détermination. La conversation que nous avions eue était réelle, et une partie m'avait touché. Mais le fait qu'il ait fallu une confrontation préparée dans mon propre salon pour y parvenir, cette partie, je n'arrivais pas à m'en défaire. Si la communication avait été si gravement rompue, sans que je m'en rende compte, c'était quelque chose dont nous devrions tous les deux nous occuper. Je ne savais pas encore que ce même dimanche, à 50 minutes de là, de l'autre côté de Tampa, Anne était au milieu d'une discussion avec Meghan, qui allait tout changer. Meghan est rentrée du club Prana à 2 heures du matin avec un homme que Anne n'avait jamais vu auparavant. Elle les a entendus entrer. La porte, les rires, le volume de 2 personnes qui avaient bu et ne se rendaient pas compte à quel point elles étaient bruyantes. Anne est restée allongée dans la chambre d'amis, la lumière éteinte, et a écouté à travers le mince mur entre elle et ce qui se passait dans l'autre pièce, et elle a pensé à notre salon, et à la chaise, et à quel point Meghan avait été sûre d'elle, assise dans ce fauteuil 3 jours auparavant. Elle s'est levée tôt le lendemain matin, a préparé du café dans une cuisine qu'elle avait elle-même nettoyée la veille et s'est assise à la petite table de Meghan, son téléphone posé face visible. L'homme de la nuit précédente est parti vers 9 heures. Meghan est sortie 20 minutes plus tard, vêtue d'une chemise extra large, cherchant son chargeur, et a semblé presque surprise de trouver Anne toujours là. Elle s'est servie du café et a demandé comment elle avait dormi. Anne a dit « bien ». Puis elle lui a posé une question pour laquelle elle s'était préparée. Elle a interrogé Meghan sur la situation de son loyer. Ce n'était pas une accusation, elle avait juste remarqué un tas d'enveloppes sur le comptoir de la cuisine, du genre avec des lettres rouges imprimées à l'extérieur. Elle les avait vues le premier jour et n'avait rien dit. Maintenant, elle posait la question. L'attitude de Meghan a changé. Elle a dit que ce n'était rien, juste quelques problèmes de facturation qu'elle était en train de résoudre. Anne a insisté avec précaution. Meghan a éludé le
Sujet, puis s'est un peu mise sur la défensive, et a finalement admis qu'elle avait 2 mois de loyer en retard et que son propriétaire lui avait envoyé un avis officiel. Elle a dit que ce n'était pas grand-chose, qu'elle avait déjà géré des situations comme celle-ci auparavant. Anne lui a demandé comment. Meghan a haussé les épaules et a dit qu'elle trouverait bien quelque chose. Elle le faisait toujours. Anne a assimilé cela pendant un moment. Puis elle a posé des questions sur la dernière relation de Meghan, celle qui avait pris fin il y a 4 mois, celle que Meghan avait décrite à l'époque comme étant enfin libre. Anne lui a demandé ce qui s'était réellement passé. La réponse de Meghan a été vague. D'une manière qui a dit à Anne tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Un gars qui n'était pas prêt à s'engager, incompatibilité, chemin différent. Elle a énuméré les raisons comme si elle lisait une liste, et aucune d'elles n'avait de poids réel. Anne s'est souvenue de ce que j'avais dit dans le salon. Meghan n'a jamais été dans une relation qui dure plus de 8 mois. Elle l'avait ignoré quand je l'avais dit. Maintenant, elle faisait ses propres calculs. 7. Après-midi-là, Meghan a suggéré qu'elle sorte. Pas au club Prana cette fois. Juste pour déjeuner quelque part sur la 7e avenue. Anne a accepté. Elles ont trouvé une table dehors et la conversation, au début, était agréable. Légère, calme. Puis Meghan a de nouveau abordé ma situation. Elle avait un nouvel angle, quelque chose qu'elle avait apparemment gardé sur le fait que la dépendance économique dans un mariage crée un déséquilibre de pouvoir par conception, et que ma volonté d'être le seul soutien était en fait un mécanisme de contrôle, pas de la générosité. Anne a écouté tout le discours, puis a dit. Tu y crois vraiment, ou tu dis juste ce qui sonne bien? Meghan l'a regardé. Parce que je suis ici depuis 3 jours, a poursuivi Anne, et j'ai passé plus de temps seul dans ton appartement, qu'à te parler. Tu es sorti sans moi, tu as ramené quelqu'un à la maison sans me prévenir, et la seule fois où j'ai essayé de parler de quelque chose de réel, tu m'as dit que je me sentais coupable de la façon dont il avait présenté les choses. Elle a gardé un ton de voix ferme. Tu ne m'as pas demandé ce que je pensais. Tu m'as dit quoi penser. Meghan a dit qu'elle essayait juste d'aider. Je sais que oui. A répondu Anne, mais une aide qui vient déjà avec une conclusion incluse. Ce n'est pas vraiment de l'aide. Le déjeuner s'est terminé peu après. Il n'y a pas eu d'explosion, juste un silence que ni l'une ni l'autre n'a rompu. Elles sont rentrées à l'appartement séparément, et Anne est allée directement dans la chambre d'amis, et s'est assise sur le bord du lit. Elle a ouvert l'application de photos de son iPhone et a fait défiler. Pas beaucoup, juste quelques mois. Un dimanche dans le jardin. Nous deux, moi tenant un poisson que j'avais pêché au quai de ce épi. Elle riant de la tête que je faisais. Elle se souvenait de ce jour avec clarté. J'étais rentré de cette partie de pêche, et j'avais réparé la porte moustiquaire qu'elle avait mentionnée, qui se coinçait. Elle ne m'avait pas demandé de le faire, je l'avais simplement fait. Elle a fait défiler un peu plus une photo qu'elle avait prise de l'étagère du garage, que j'avais construite des mois auparavant. Elle l'avait prise pour l'envoyer à sa mère. La légende qu'elle avait écrite, et qu'elle n'avait jamais envoyée, il a construit ça en un après-midi. Elle a posé le téléphone, puis elle m'a appelé. J'étais au travail quand mon téléphone a sonné. J'ai vu son nom et je me suis éloigné du bruit, vers la relative tranquillité près des remorques d'équipement. J'ai répondu. Elle a dit « Bonjour ». Je lui ai dit bonjour en retour. Il y a eu une pause qui a semblé plus longue qu'elle ne l'était. Probablement. Elle m'a demandé si nous pouvions parler quand elle reviendrait. Pas au téléphone, mais en personne. Je lui ai dit que j'avais aussi quelque chose à lui dire, et qu'elle devrait rentrer à la maison. Elle m'a demandé. Quand? Je lui ai dit quand elle serait prête.
Elle a dit le lendemain matin. J'ai dit que c'était bon. Nous avons raccroché. Je suis resté debout devant la remorque pendant 1 minute, regardant dans le vide, puis je suis retourné au travail. Cette nuit-là, j'ai remis la chaise de la salle à manger à sa place. Je me suis assis à table avec un stylo et du papier, et j'ai noté les choses que je voulais dire, non pas pour les répéter, mais pour m'assurer que je disais ce que je pensais vraiment, et non pas seulement en réagissant à ce qu'elle m'avait fait ressentir. Au moment où je suis allé me coucher cette nuit-là, le morceau de papier n'avait qu'une seule ligne. Il disait, dis la vérité, laisse-la faire de même. Puis décider. Le jeudi matin, j'avais un rendez-vous avec Norman Edison à 9 h. Anne devait rentrer à la maison après cela. J'ai honoré les deux. Le bureau de Norman Edison se trouvait au 4e étage d'un immeuble près de Kennedy Boulevard. Ce genre d'endroit avec des tapis de couleur neutre, des certificats encadrés et une réceptionniste qui vous offre de l'eau avant même que vous ne vous asseyez. J'ai refusé l'eau et je me suis assis en face de lui, à un bureau qui n'avait rien d'inutile. Il a été direct. Ce que j'ai apprécié. Il m'a expliqué les bases de ce à quoi ressemblerait un divorce, étant donné notre situation, 2 ans sans qu'elle travaille, pas d'enfant et la maison étant une location au nom des deux. Il a dit que rien n'était irréversible à ce stade et que j'étais toujours dans une position où les options étaient ouvertes. Il m'a également dit que si j'étais là juste pour comprendre mes options et que je n'avais pas pris de décision, c'était tout à fait normal et que je devais prendre mon temps. Je lui ai dit que je n'avais pas pris de décision. Il a hoché la tête et m'a dit de l'appeler quand je le ferais. Je suis rentré chez moi, j'ai enlevé mes vêtements de travail et j'ai préparé du café. Elle avait dit qu'elle arriverait dans la matinée. Vers 11 h, sa voiture a tourné dans l'allée de la maison. Je l'ai regardée depuis la fenêtre de la cuisine, sans en avoir l'intention. Elle a franchi la porte avec son sac et l'a déposé près de l'entrée. Elle avait l'air fatiguée d'une manière très particulière, non pas comme si elle manquait de sommeil, mais comme si elle avait trop réfléchi pendant trop longtemps. Elle m'a regardé et j'ai pu remarquer qu'elle essayait de lire l'ambiance avant de dire quoi que ce soit. Je lui ai dit de s'asseoir. Nous nous sommes retrouvés à la table de la cuisine, la même table où j'avais mangé seul pendant 3 nuits. Elle a croisé les mains devant elle et je me suis assis en face avec mon café. Je n'ai pas tourné autour du pot. Je lui ai dit que j'avais rencontré un avocat en droit de la famille ce même matin. Elle est restée immobile. Je lui ai dit que je ne portais aucune accusation, que je n'avais rien décidé, mais qu'après ce qui s'était passé le dimanche soir et la conversation que nous avions eue avant son départ, j'avais besoin de comprendre où nous en étions légalement, si les choses prenaient cette direction. Je lui ai dit que c'était la pure vérité sur ce qui me traversait l'esprit. Elle a fermé les yeux 1 seconde. Quand elle les a ouverts, elle a dit « Je ne veux pas divorcer ». Je lui ai répondu « Dis-moi ce que tu veux. Toi ». Et puis quelque chose a changé dans sa façon de s'asseoir. Ses épaules sont descendues un peu. La posture défensive avec laquelle elle était entrée s'est détendue, et elle a commencé à parler. Non pas comme elle avait parlé le dimanche, qui avait la forme d'une plainte répétée. C'était différent. C'était quelqu'un qui disait ce qu'il ressentait vraiment. Elle a dit qu'elle s'était trompée avec Meghan, non pas en tant que personne, mais en tant que source de conseils pour quelque chose d'aussi spécifique qu'un mariage. Elle a dit qu'elle comprenait maintenant que Meghan avait filtré tout ce que Anne lui racontait à travers ses propres expériences avec les hommes, à travers ses propres conclusions sur les relations, et que ces conclusions n'avaient rien à voir avec moi, ni avec nous. Elle a mentionné que le fait d'être dans cet appartement pendant 3 jours lui avait donné une clarté inattendue. Puis elle a dit quelque chose que je n'avais pas prévu. Elle a dit que le problème n'avait
jamais été les assiettes, ni la lessive sale, ni qui faisait le plus. Elle a dit que le problème était qu'elle avait cessé de se sentir comme une personne avec un but, et qu'au lieu de faire face à cela de front, elle avait cherché quelque chose d'extérieur pour expliquer ce vide. Et Megan lui avait fourni une explication facile à accepter, parce qu'elle mettait la cause en dehors d'elle-même. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit, j'aurais dû m'en rendre compte. Je savais que tu étais mécontente de quelque chose. Je me suis dit que tu l'aborderais quand tu serais prête. Et c'était plus facile pour moi, que de simplement demander. Je l'ai regardé fixement. C'est de ma faute. Elle a légèrement secoué la tête. Tu portais un fardeau très lourd. Nous le faisions. Tous les deux. De différentes manières, ai-je dit. L'erreur a été de le porter séparément. Nous avons assimilé cela pendant un moment. Puis elle a posé des questions sur Normanison, et si j'y pensais toujours. J'ai été direct avec elle. Je lui ai dit que je ne savais pas encore, que j'étais allé le voir. Parce qu'après le dimanche, j'avais besoin de savoir que j'avais des options. Non pas parce que j'étais sûr de l'option que je voulais. Je lui ai dit que le mariage n'était pas brisé, mais que la façon dont nous fonctionnions à l'intérieur avait des problèmes qui ressurgiraient, si nous ne les résolvions pas en profondeur. Elle m'a répondu qu'elle savait cela. Je lui ai dit, plus d'intermédiaire. Si quelque chose ne va pas, dis-le-moi. Je ne veux pas la prendre par une embuscade, dans mon propre salon. Elle a acquiescé. Et je ferai de même, ai-je dit, je cesserai de traiter le silence comme si c'était une faveur. Elle a presque souri à cela. Presque. Je me suis resservi du café, et j'ai poussé sa tasse vers elle, même si elle était déjà froide. Et pourtant, elle l'a entourée de ses mains. Nous avons parlé pendant une autre heure. Pas du drame des 4 derniers jours, mais des choses réelles qui s'étaient éloignées, son sens du but, mon habitude de tout compartimenter, le potager qu'elle avait mentionné et que je n'avais jamais réalisé. Les conversations que nous avions l'habitude d'avoir et qui avaient été remplacées par des nuits de silence en parallèle. Rien de tout cela n'était confortable. Tout était nécessaire. Au moment où nous avons cessé de parler, le café était fini depuis longtemps, et la lumière de la cuisine avait pris ce ton plat de l'après-midi, qui entre par la fenêtre latérale. Elle s'est levée et a lavé les 2 tasses sans rien dire. Je l'ai regardé faire et j'ai remarqué que cela semblait tout à fait ordinaire. Juste une personne lavant des tasses dans une cuisine. J'ai appelé le bureau de Normanison avant le dîner, et j'ai laissé un message à la réceptionniste. Je lui ai demandé de lui faire savoir que je ne donnerai pas suite pour le moment. Cette nuit-là, nous avons commandé de la nourriture dans un restaurant thaïlandais à Dalmabri, où nous n'étions pas allés depuis près d'1 an. Nous avons mangé à table, au lieu de sur le canapé. Nous avons parlé plus que nous ne l'avions fait depuis des mois. Tout n'était pas réglé, mais c'était un début, avec des bases réelles sous nos pieds, ce qui était bien plus que ce que nous avions 4 jours auparavant. Les semaines qui ont suivi cette conversation n'ont pas été un montage de film. Il n'y a pas eu un seul moment magique, où tout s'est parfaitement mis en place. Ce fut plutôt un travail d'entretien, du genre qui ne semble pas spectaculaire de l'extérieur, mais qui empêche la structure de se détériorer. Nous avons commencé à parler de manière plus consciente, non pas des conversations programmées et structurées, mais l'habitude de nous consulter, avant que l'un ou l'autre ne s'enferme dans son propre esprit. Anne a commencé à être directe quand quelque chose la dérangeait, sans monter tout un dossier autour du sujet, simplement en le disant. J'ai commencé à poser des questions, au lieu de supposer que le silence signifiait que tout allait bien. De petits ajustements qui se sont avérés bien plus importants que ce que nous attendions tous les deux. Environ 3 semaines plus tard,
elle a elle-même abordé le sujet du travail. Non pas parce que je l'y avais poussé, je m'étais promis de l'éviter, mais parce qu'elle a dit qu'il lui manquait d'avoir quelque chose qui lui soit propre, une structure pour sa journée, qui ne dépende pas des besoins de la maison. Elle m'a demandé si je pensais que c'était une bonne idée. Je lui ai dit que ça me semblait une bonne idée depuis longtemps, mais que ça devait être sa décision. Elle a commencé à envoyer des candidatures la semaine suivante. Elle avait l'expérience en coordination d'événements, avant de nous marier, et une entreprise à Ybor City qui gérait des événements corporatifs et la gestion de salles, avait un poste de coordinatrice à pourvoir. Elle a postulé un mercredi. On l'a appelée le jeudi, elle a eu l'entretien le lundi suivant. Elle est rentrée après cela. Elle s'est assise à la table de la cuisine et a dit qu'elle pensait que ça s'était bien passé, d'une manière qui montrait qu'elle savait que ça avait été un succès. On lui a offert le poste 4 jours plus tard. Elle a accepté. Le changement en elle a été immédiat et authentique, non pas parce que le travail était extraordinaire en soi, mais parce qu'elle avait de nouveau une raison de se lever avec un but. Elle est rentrée chez elle après sa première semaine, avec ce genre de fatigue spécifique qui vient d'avoir fait quelque chose de productif, au lieu de l'autre type de fatigue. J'ai reconnu la différence, et elle aussi. Nous avons fait ce potager dans le jardin, un samedi. Fin octobre. Rien d'élaboré, quelques parterres surélevés près de la clôture. Des herbes et quelques tomates dont elle avait lu des choses. J'ai construit les cadres avec des planches de cèdre que j'ai achetées chez Home Depot, et elle les a remplis. Nous avons travaillé là-bas presque tout l'après-midi sans trop parler, et c'était ce genre de silence confortable, pas le silence vide dans lequel nous avions vécu auparavant. C'était une différence qui valait la peine d'être maintenue. Quant à Megan, je n'ai pas demandé à Anne directement à son sujet, et Anne n'a pas donné beaucoup d'informations au début. Ce qui est apparu avec le temps, et au compte-gouttes, c'est ceci. Le propriétaire de Megan a procédé à l'avis d'expulsion. En novembre, elle était déjà hors de l'appartement, dormant sur différents canapés, en attendant de régler ses finances. Lexi avait rompu le contact avec elle après une dispute d'argent. Apparemment, Megan lui avait emprunté et avait ignoré le remboursement. Piper s'était éloigné plus discrètement, de la manière dont les gens le font quand le chaos cesse d'être amusant. Puis, début décembre, Anne a mentionné presque par hasard que Megan avait été testée positive à une MST, quelque chose qu'elle avait apparemment contracté d'un des hommes avec qui elle sortait. Elle la soignait, mais cela l'avait secouée d'une manière que les autres choses n'avaient pas fait. Anne m'a dit qu'elle l'avait contacté pour savoir comment elle allait. Je ne lui ai pas dit de ne pas le faire. C'était sa décision. Mais la version de Megan, qui s'était assise sur notre fauteuil 8 semaines auparavant, et avait dit à ma femme qu'elle méritait mieux que son mariage. Cette version, clairement n'avait pas résisté à l'examen. Anne ne l'a pas dit de cette manière. Ce n'était pas non plus nécessaire. Ce que j'ai remarqué plus que toute autre chose, c'est ce qui avait changé à la maison. Anne et moi avons eu un désaccord en novembre, un vrai, sur l'argent et les priorités, du genre qui auparavant se serait dissimulé et aurait empoisonné l'ambiance. Cette fois, elle a dit ce qu'elle pensait, j'ai dit ce que je pensais. Nous avons échangé des arguments sans que cela ne devienne un référendum sur toute la relation, et au moment où nous sommes allés nous coucher, nous avions une vraie solution. Rien de dramatique. Juste deux personnes qui avaient cessé de se ménager de la mauvaise manière, et qui avaient commencé à être honnêtes à la place. La canne à pêche que je gardais dans le garage est ressortie début novembre. J'ai conduit jusqu'au quai de Fort de Soto un samedi matin, tandis que Anne sortait pour un brunch avec ses collègues de travail. De vrais collègues de travail, des gens qu'elle avait rencontrés dans le cadre professionnel, pas à travers une idéologie partagée sur le mariage.
J'ai pêché 2 bobards, je les ai remis à l'eau, et je suis resté assis là un moment, simplement à regarder la mer. J'ai pensé à la nuit où je suis rentré à la maison, et j'ai trouvé cette chaise au milieu du salon. L'épuisement, le piège, la certitude absolue que j'ai ressenti à ce moment-là que je ne m'assiérais pas dessus. Et puis j'ai pensé à tout ce qui était venu après. La dispute, les 3 jours, le bureau de l'avocat, la conversation à la table de la cuisine qui avait vraiment signifié quelque chose. Ça aurait été plus facile si rien de tout cela ne s'était passé. Mais plus facile n'est pas la même chose que mieux. Et j'avais déjà passé trop de temps à confondre ces deux choses. J'ai repris la route. Je me suis arrêté à un Starbucks en chemin, et je lui ai apporté un café qu'elle ne m'avait pas demandé. Elle était dans le jardin arrière quand je suis arrivé, accroupie près des parterres du potager, vérifiant quelque chose. Elle a levé les yeux quand elle a entendu la porte de la clôture. Je lui ai tendu le café. Elle l'a pris, l'a regardé, et m'a regardé. Tu n'avais pas à faire ça. Je sais, ai-je répondu. Nous sommes restés là un moment. Les tomates germaient déjà. Le jardin ressemblait à quelque chose que nous avions construit ensemble, ce qui était exactement le cas. C'était suffisant. Donc, une chaise au milieu du salon. C'est ce qu'il a fallu pour que tout cela éclate. Pas une conversation, mais une chaise et 3 amis avec des opinions sur un mariage où elle n'était même pas. Voici le détail. Le vrai problème n'a jamais été les assiettes. C'était 2 personnes portant leurs propres problèmes séparément, pendant si longtemps que l'une d'elles a commencé à chercher des réponses au mauvais endroit. Au moment où elles ont vraiment parlé, juste elles deux, sans public, sans ordre du jour caché, les choses ont commencé à bouger. La communication, c'est tout. Ce n'est rien d'innovant, je sais, mais apparemment, il est toujours plus facile d'appeler ses amis, que de dire « Eh, il faut qu'on parle ». Eh bien, c'est ici que se termine notre vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié votre temps ici. N'oubliez pas de laisser un like, votre commentaire, et aussi de vous abonner à notre chaîne. Merci beaucoup pour tout le soutien. Merci beaucoup d'avoir regardé, et on se voit à la prochaine narration. Prenez soin de vous.